D'autres souvenirs vont émerger petit à petit. Il se souvient par exemple que, plus petit, il cachait les affaires de sa sœur dans l'intention de l'embêter. Mais il raconte ça avec tellement de culpabilité qu'on peut se demander si là, effectivement, on n'a pas affaire à un déplacement. Hein, ce mécanisme psychique par lequel la représentation est séparée de l'affect, et l'affect, ici, donc les reproches qui se fait, les remords, viennent s'accoler à une toute autre représentation, hein, qui est beaucoup plus anodine. De même, parce que c'est quand même quelqu'un qui est au travail, il s'interroge sur les raisons pourquoi finalement cette peur l'excite. Hein, à la fois de faire peur à l'autre, mais à la fois de se faire peur, hein, puisque c'est ça qu'il cherche. Comme il dit, de se faire peur, de se faire prendre. Une scène lui revient à l'esprit, où à l'âge de 7 ans, une camarade de classe lui avait demandé comme ça de lui montrer son sexe. C'est une scène qu'il avait complètement oubliée et qui va revenir au fur et à mesure des séances. À ce propos, j'ai relevé une phrase de Freud dans Remémoration, répétition et perlaboration, donc en 1909. L'analysé ne se remémore absolument rien de ce qui est oublié et refoulé, mais il l'agit. Il ne le reproduit pas sous forme de souvenir, mais sous forme d'acte. Il le répète, naturellement, sans savoir qu'il le répète. Donc, si on prend en considération cette dimension auto-punitive de ces passages à l'acte pervers, est-ce que finalement, ces actes ne sont pas des actions de contrainte qui viendraient donc se substituer à des pensées de contrainte, hein, selon le mécanisme bien connu de la névrose obsessionnelle. Ce qui pose la question, justement, contre quelles idées, finalement, il se défend. Dans un texte qui s'appelle « Remarques sur un cas de névrose de contrainte », donc de Freud en 1909, Freud nous dit « Il est en fait plus correct de parler de pensée de contrainte et de mettre en relief le fait que les formations de contrainte peuvent avoir la valeur des actes psychiques les plus divers. Elles se laissent délimiter avec précision comme souhait, tentation, impulsion, réflexion, doute, commandement et interdit. » Donc j'ai relevé justement dans le discours de Johnny ce qui correspond à ces souhaits, tentations et impulsions. Les souhaits sont essentiellement des souhaits de toute puissance, des souhaits de maîtrise, d'annihiler justement le désir de l'autre. Ce qu'il veut, en tout cas son fantasme, c'est d'imposer aux autres ses propres désirs. Il voudrait comme ça contrôler le désir des autres et imposer ses propres souhaits. Ces tentations vont très vite se diriger vers des défis mineurs. Donc, en plus de ces tentations, il y a aussi des phobies d'impulsion, c'est-à-dire qu'il a peur comme ça de passage à l'acte en termes de viol, hein, sur des femmes, et en termes de meurtre sur des hommes, et notamment ses patrons. D'où mon inquiétude, bien sûr, et mon travail au début qui consistait essentiellement à cadrer, hein, à faire attention à ce que ça ne déborde pas, d'autant que la justice est impliquée dans cette affaire. Voilà, donc je ne vous cache pas que j'étais assez apeuré au début, peut-être pas apeuré, mais en tout cas soucieux. Ces réflexions vont très rapidement se tourner sur la question de la mort. Question de sa propre mort, la mort de ses proches, la durée de la vie. Également, il va me faire part de son obsession, c'est-à-dire que c'est lui qui le dit, hein, je suis obsédé, en parlant d'une femme qu'il n'a pas oubliée. C'est pas une femme avec qui il est sorti, c'est une femme qui était déjà mariée, mais il a fantasmé sur elle et il imagine comme ça, il s'est nourri de fantasmes par rapport à cette femme et il dit qu'il n'arrive pas à l'oublier. Il est obsédé par cette femme. Et on va voir que très rapidement apparaît l'agressivité vis-à-vis de cette femme. Dans des fantasmes, très rapidement apparaît l'agressivité. Les doutes également prennent une grande place dans son discours. Il doute, par exemple, qu'à l'âge de 5 ans, peut-être il aurait été violé par une femme qui l'aurait emmené dans son taxi dans le but de
d'aller voir son grand-père. C'est quand même pas rien comme doute. D'autres doutes. Un autre doute important, il doute sur la paternité. C'est-à-dire, est-ce que son père est bien son père? À ce propos, j'ai retrouvé une phrase de Freud qui éclaircit vraiment la clinique. On parlait tout à l'heure de justement cette question, est-ce que les obsessionnels n'ont pas changé de visage? Et je suis vraiment émerveillé en lisant Freud de voir à quel point ça m'oriente dans ma clinique, de même pour Lacan bien sûr, d'autant que ça m'oriente personnellement dans ma propre cure, mais vraiment pour la clinique, c'est vraiment comme Monsieur Damory me parle souvent de cette dimension de boussole. Parce qu'on peut lire Freud pendant les études de psychologie par exemple, mais c'est vrai que ça ne prend pas sa consistance tant que on n'est pas dans la clinique. Tant que vraiment on n'a pas besoin de s'orienter pour soutenir quelqu'un qui vient se confier et confier sa détresse. Et donc cette phrase de Freud, il faut parler du doute vis-à-vis de son souvenir et du doute vis-à-vis de la paternité. Donc dans Remarques sur un cas de névrose de contrainte, la prédilection des malades de contrainte pour l'incertitude et le doute devient chez eux un motif pour attacher leur pensée de préférence à ces thèmes où l'incertitude est commune à tous les hommes, où notre savoir ou notre jugement n'ont pu que rester, par nécessité, exposés au doute. Ces thèmes sont avant tout la descendance à partir du Père, la durée de la vie après la mort et la mémoire, à laquelle nous avons bien coutume d'accorder créance sans posséder la moindre garantie de sa fiabilité. Freud, dans son texte, va lier la question du doute à celle de l'ambivalence, dont on a parlé tout à l'heure. Et effectivement, la haine va très rapidement envahir le discours de Johnny quand il parle des personnes qu'il aime. Et à l'inverse, Freud note la possibilité de l'inhibition de l'amour par la haine. Et c'est ainsi que, en parlant de sa haine vis-à-vis de ses patrons, Johnny commet plusieurs lapsus qui témoignent justement de son désir homosexuel envers ses patrons. Mais il n'y a pas qu'un désir homosexuel, il y a aussi un désir de se faire prendre par une femme phallique. Donc je vous disais, c'est quelqu'un qui s'introduit régulièrement des godes dans l'anus, mais il fantasme de se faire prendre par une femme qui aurait bien un gode ceinture. C'est un gode qui s'attache à une ceinture. C'est bien. Ça vient d'expliquer peut-être que les gens ne savent pas.